C'est pas qu'on ne bouge pas, c'est qu'on est capable de s'inscrire dans le temps long. Et c'est aussi le monde agricole, c'est le monde des saisons. Si vous voulez bouger une graine, vous allez la planter, puis vous allez attendre un an. Voilà, il faut apprendre à gérer ce temps long, ce temps des saisons, tout en étant sur le consommateur qui, lui, il achète au jour le jour, et donc on a un temps court. Bonjour à tous, épisode particulier aujourd'hui puisque je reçois avec Aurore de Monclin Jean-Philippe Puig qui est directeur général du groupe Avril. Le groupe Avril est un leader du secteur agroalimentaire en France. Ce sera aussi pour lui l'occasion de revenir sur l'histoire qu'il laisse à ce groupe. Il le quitte dans quelques semaines. Comme pour chaque épisode, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute ou de visionnage préférées. Jean-Philippe Puig, bonjour. Bonjour. Je suis accompagné d'Aurore de Monclin qui accompagne avec moi le développement de Bluebirds et on va parler d'Avril, un groupe que vous dirigez depuis maintenant 13 ans 14. Ça fait une belle période de vie. Et puis vous allez bientôt le quitter, ce groupe. Donc cet entretien, il va raconter l'histoire du groupe et puis peut-être aussi un peu votre histoire dans le groupe. Tout le monde ne vous connaît pas, même si dans votre milieu, beaucoup vous connaissent. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous, Jean-Philippe ? Écoutez, je suis chimiste de formation. J'ai eu 2 périodes professionnelles. La première qui n'a rien à voir avec l'agroalimentaire, puisque j'ai fait 28 ans dans l'aluminium. Voilà, okay. Donc évidemment, quand on parle aluminium, historiquement, c'est Pechiney Alcan Rio Tinto. Et après ces 28 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Avril, qui s'appelait à l'époque Sophie Protéol, voilà, que je dirige depuis 14 ans. Bon, c'est pas complètement évident de faire le passage industrie lourde au monde agroalimentaire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, j'ai envie, et plus spécifiquement chez Sophie Protéol ? Vous avez raison, au début c'était un petit peu bizarre quand même. Quand le téléphone sonne et puis vous avez un chasseur de tête qui vous dit, écoutez, est-ce que vous êtes intéressé par prendre un poste numéro 1 dans une entreprise? Bon, ça dit oui, pourquoi pas. Puis quand il vous dit c'est de l'agroalimentaire, alors que ça fait 28 ans que vous êtes dans l'aluminium, vous dites vous n'avez pas bien lu mon CV ou ouais. Voilà, il va falloir que vous travailliez un petit peu différemment. Et puis à l'époque, c'était la conjonction de choses dans la vie qui faisait que j'étais un peu moins mobile, 50 ans, vous posez la question, il reste une quinzaine d'années à faire. Moi j'ai dit, écoutez, pourquoi pas ? Premier entretien, une petite heure, 1h30, et puis à la fin de l'heure et demie, je me rappelle très bien de me poser la question, est-ce que vous êtes motivé pour rejoindre le groupe Sophie Protéol, que je ne connaissais absolument pas ? Je lui ai dit non. D'abord parce que c'est vous qui êtes venu me chercher, je ne suis pas demandeur. 2, il y avait beaucoup de questions que je posais sur le groupe, elle n'était pas capable de me répondre parce que la structure juridique était un peu atypique. Elle l'est toujours. Et elle est toujours atypique. Et puis une présidence voilà, proche du syndicalisme. Moi, j'étais dans un groupe coté, je me dis non, mais je ne vais pas aller dans un syndicat. Beaucoup de choses qui m'interrogeaient. Et à la fois, des choses qui m'attiraient, parce que les peu de choses qu'elle m'avait dit sur le modèle m'ont fait dire que c'était quelque chose de tellement original que je lui ai dit, écoutez, si je ne vous fais pas faire perdre votre temps et que vous ne faites pas perdre mon temps, je suis prêt à continuer à discuter parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Et 9 mois après, j'avais signé. Et c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous avait intrigué ou qui vous intéressait déjà à l'époque ? Le fait que c'est un modèle donc, qui a été construit par le monde agricole. C'est le monde agricole qui a décidé de mettre du capital en commun pour fonder cette entreprise. Et le fait qu'ils ont décidé, dès 1983, d'un modèle qui ne délivrerait pas de dividendes aux actionnaires. C'est-à-dire que... ils avaient décidé de ne pas en verser. C'était dès l'origine. Donc on met du capital dans l'entreprise et l'entreprise a pour mission de développer les huiles et protéines. Et on y reviendra, parce que ça a été écrit « Développer les huiles et protéines pour nourrir les hommes et protéger la planète ». 1983. Ouais, c'était quand même très visionnaire. Donc ça, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Et puis, le fait de ne pas verser de dividendes, je me dis, c'est quand même atypique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un effet un petit peu boule de neige. Tout l'argent, finalement, que l'entreprise va pouvoir générer, on va pouvoir le réinvestir dans l'entreprise. Voilà. Et j'ai commencé à regarder cette entreprise. En 28 ans, mon prédécesseur avait fait quand même des choses assez incroyables. Et voilà. Et plus je regardais, plus j'étais attiré par ce modèle très atypique. Et ensuite, vous posez la question à titre personnel, vous n'y connaissez rien de l'agroalimentaire. C'est l'occasion de voir si vos capacités managériales sont suffisantes pour diriger un groupe, puisque finalement, voilà, c'est ça dont le groupe avait besoin. Et la mission première que m'a confiée le président, c'est on est à un moment où il faut construire le groupe, changer sa structure juridique.
le développer à l'international et faire en sorte que réellement on soit un groupe qui puisse tout à fait être en compétition avec tous les groupes français et internationaux. On peut, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui vous connaissent pas plutôt, expliquer ce que fait Avril. Aurore, tu avais quelques questions sur le sujet. Oui, exactement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles sont les activités principales et puis aussi revenir un tout petit peu sur ce modèle unique dans l'agro-industrie, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Mais si vous pouviez nous brosser le portrait du groupe Avril, les activités aujourd'hui. Oui, alors le groupe Avril, en fait, il y a 2 piliers dans le groupe Avril. Un pilier financier, un pilier industriel. Voilà. Donc le pilier financier, c'est un fonds d'investissement. C'est d'ailleurs l'origine du groupe. Au départ, on ne faisait que ça. C'est-à-dire prendre des participations minoritaires dans des entreprises agroalimentaires qui sont de près ou de loin proches des huiles et des protéines. Et donc, on les aide à développer la filière. Au départ, on n'était que financier. Et on continue à être financier. Et ce fonds d'investissement, qui s'appelle Sophie Protéol, accompagne 80 entreprises françaises aujourd'hui. Donc, de l'amont, de tous les semenciers français, jusqu'à l'aval, les LDC de ce monde. Donc, c'est vraiment sur toute la chaîne de l'agricole jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est le premier métier que l'on continue à faire. Et puis, à force d'être minoritaire dans les entreprises, il y a 20 ans, 22 ans maintenant, le sieur était à vendre. Et la société, et mon prédécesseur a dit, il n'est pas question que le sieur soit une marque qui soit achetée par des étrangers. Et donc, il a trouvé les moyens pour acheter le sieur et on est devenu opérateur. On est devenu majoritaire pour la première fois dans une entreprise. Le sieur, c'est la première fois que vous êtes devenu majoritaire. Avant, vous étiez exclusivement minoritaire. Minoritaire. On avait des outils, mais qu'on faisait fonctionner par d'autres, par des tiers. Après, on les a rachetés, mais c'était la première fois, il y a 22 ans, le sieur majoritaire. Donc, il y avait 2 ans, on faisait à peine 150 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, en 22 ans, oui, c'est comme je dis habituellement, c'est plus que la croissance chinoise. Voilà, donc globalement, cette étape-là est importante puisque le sieur a racheté Puget et puis petit à petit l'industrie s'est implantée dans le groupe. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe pour répondre à votre question ? Nous ne sommes pas agriculteurs, donc nous achetons la graine aux agriculteurs et on essaye de créer le plus de valeur possible à partir du moment où on a mis cette graine dans nos outils. Donc la graine, en fait, la première étape, c'est qu'on l'écrase. Et puis, vous avez 2 parties. Une partie liquide, qui est l'huile, en fait, et une partie solide, qui est la protéine. Sur l'huile, on a 3 métiers. L'huile de table. Bon, je crois que tout le monde connaît et vous êtes d'ailleurs le leader européen sur tout ce qui est huile alimentaire, vous diriez ? Européen, je ne sais pas. Français, c'est sûr. Mais européen, voilà, il y a quelques compétiteurs qui sont aussi assez bons. Mais français, c'est certain. Donc, huile de table. Ensuite, vous avez l'énergie. On y reviendra sur l'histoire du groupe parce que c'est un point important. On fait du biodiesel, voilà, à partir des corps gras. Et puis, un peu plus récemment, il y a fait quand même une quinzaine d'années, on fait l'oléochimie, c'est-à-dire des produits chimiques à partir des corps gras. Donc, c'est l'oléochimie. Et là, on en est le numéro 1 européen avec une implantation mondiale. Donc, 3 métiers sur le liquide, on va dire. Et sur le solide, la protéine, c'est pour nourrir les animaux. Et donc, on est dans la nutrition animale. Et donc, là, on est numéro 1 français sur la nutrition animale avec une marque que tous les fermiers connaissent, c'est la marque Sanders. Et au-delà de la protéine, il nous faut des compléments nutritionnels. Donc, c'est les sels minéraux, c'est les acides aminés. Donc, récemment, on a acheté une société des acides aminés qui a fait de nous le numéro 1 européen des acides aminés. Et voilà, tous les compléments nutritionnels pour que l'ensemble des animaux, quels qu'ils soient, puissent avoir exactement la bonne ration en fonction de sa croissance. Voilà, donc ça, c'est notre métier sur le solide. Et on a développé d'autres métiers, je dirais, connexes, comme les engrais, les fertilisants, parce qu'on récupère les effluents de nos éleveurs et du coup, on les remet au sol. Et ça, c'est un autre métier que l'on a développé. Voilà, je vous le brosse très rapidement. Il y a d'autres petits métiers, mais l'essentiel... En fait, c'est un spectre assez large et parmi ces activités, quelle est celle qui se transforme le plus rapidement, vous diriez ? Alors, toutes les activités sont en évolution permanente. D'abord, il faut poser la question à nos clients. Qu'est-ce qu'attendent nos clients ? Qu'est-ce que nous attendons finalement de l'agroalimentaire ? Et donc, on part des clients, de leurs besoins. Ils ont besoin de qualité, ils ont besoin de traçabilité, ils ont besoin d'être sûrs de l'origine, et puis de l'origine française. Donc ça, je parle de l'huile de table, mais si je parle pour l'oléochimie,
ce sont des produits qui vont aller dans toutes les grandes sociétés, puisque ce sont des molécules comme ce que l'on fait à partir du pétrole, sauf que les nôtres sont biodégradables. Et donc vous avez, c'est de la chimie verte, absolument. Et donc vous avez des molécules qui vont faire évidemment des lubrifiants, mais aussi vous allez les retrouver dans l'alimentaire, dans la cosmétique. Et quand vous discutez avec un grand groupe comme L'Oréal, L'Oréal commence à nous dire, mais même vos molécules, ça m'intéresse de les tracer et de savoir finalement, ce qui est quand même compliqué, mais de savoir, mais c'est quel agriculteur qui fait la graine qui va se retrouver dans mon rouge à lèvres? Waouh. Voilà. Et donc ça, nous, on n'est pas encore tout à fait là, mais on va pouvoir bientôt pouvoir tracer ces produits-là de la même façon pour l'énergie. L'énergie, on développe de l'énergie française, on fait du colza, on fait des produits 100% du biodiesel 100% français à partir de colza français. Et tout ça est parfaitement tracé, certifié. Jean-Philippe, ce qui est frappant en vous écoutant, c'est que moi j'aime bien regarder l'histoire longue des sociétés parce que ça dit énormément de choses. Vous dites on est devenu industriel avec le sieur. J'essaie de synthétiser votre parole. Et ce qui frappe beaucoup en vous écoutant, c'est que on a l'impression que le sieur a marqué le fait que Avril devienne ce groupe industriel. Vous auriez pu aussi, par la force des choses, parce que je comprends que le sieur a été une opportunité qui est passée, se dire mais non, mais en fait on va remonter la chaîne de valeur. Vous dites nous on n'est pas un groupe agricole, les agriculteurs sont nos fournisseurs. Vous l'avez pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Vous auriez pu vous dire aussi mais remontons la chaîne de valeur, soyons aussi un groupe agricole, on va transformer, mais on va remonter. Pourquoi finalement vous avez dit non, il y aura forcément cette limite-là, ce périmètre-là, on va laisser l'agriculture aux agriculteurs et nous on transformera. Pourquoi on n'est pas intégré sur l'amont? Parce que l'amont était bien structuré. Il l'a été en France et on est un des pays qui a une structuration de son amont qui est assez rôle modèle pour beaucoup d'autres pays. On en parlera puisqu'on essaye de développer ce modèle, notamment en Afrique. Donc on a les agriculteurs qui sont structurés soit avec les coopératives, qui sont des collecteurs. Les coopératives. Oui, c'est ça. Donc qui sont collecteurs. Et donc, c'est pas. D'abord, on n'est pas agriculteur parce qu'on ne sait pas faire ce métier, mais ensuite, entre l'agriculteur, on n'achète pas directement l'agriculteur, on achète par des tiers, soit des privés, soit des coopératives, parce que la graine, il faut la stocker. C'est encore un autre métier. Voilà, il faut stocker et en général, les stockages ne servent pas uniquement aux graines oléoprotéagineuses. Ils vont servir au blé, au colza, au tournesol, mais aussi à toutes les graines qui vont passer dans les silos. Donc, c'est un autre métier qui est beaucoup plus large que le métier d'oléoprotéagineux. Donc, on a décidé que, voilà, c'était bien structuré. On est capable d'acheter les graines. Et donc, on s'arrête là. Et ça, c'est spécifique à la France? Alors, spécifique à la France, parce qu'il y a par exemple, en Roumanie, qui n'est pas structuré, nous sommes collecteurs. Et donc, nous achetons directement la graine aux agriculteurs et nous faisons ce rôle de stockage. Voilà, parce que c'est pas du tout structuré. Donc, évidemment, c'est spécifique à la France, mais qui est la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On aurait pu se poser la question, pourquoi vous n'allez pas plus en aval? Vous avez quand même fait beaucoup de mouvements en aval. Oui, mais on n'est pas... Vous avez découvert plusieurs métiers. Vous n'êtes pas grand distributeur. Certains me disaient, mais pourquoi vous n'allez pas faire de la distribution? Là aussi, c'est structuré, c'est d'autres métiers, c'est d'autres façons de faire. Donc voilà, donc nous vendons les produits aux gens qui savent les distribuer et les vendre. Je reviens donc sur la partie industrielle. Moi, l'industrie est l'un de mes dadas. Pour ceux qui m'écoutent et qui me regardent, ils le savent. Ce qui me frappe, c'est que vous avez un actif industriel qui est extrêmement développé en France. Corrige-moi si je me trompe, moi je me suis noté 2 chiffres. Vous avez 80 sites industriels dans le monde et 62 en France. C'est les bons chiffres, ils ont changé? Alors, ils changent régulièrement au fur et à mesure de nos acquisitions, tous les ans. Non, je pense que ce sont les chiffres actuellement. On a beaucoup d'usines parce que on a une activité, notamment la nutrition animale, qui est très territoriale. Voilà, parce que c'est du pondéreux. Et donc, pratiquement, le coût de transport, c'est équivalent au coût de transformation. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre une énorme usine dans un endroit et puis ensuite avoir du transport. Donc, on a besoin d'être proche des territoires. Et donc là, vous avez un maillage industriel qui est très large. Et donc, on est présent dans toutes les régions françaises. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez donc 60 sur 80, j'arrondis, c'est à peu près les 3/4 de vos sites industriels qui sont en France versus le reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3/4 de votre activité de chiffre d'affaires est encore en France ou les ratios ne sont pas tout à fait les mêmes? Non, on a à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires en France. Voilà. On a beaucoup plus d'usines en France parce qu'on est dans la nutrition animale en France. Donc, on a des petits sites très territoriaux, comme je viens de l'évoquer, alors qu'à l'étranger, on n'est pas dans la nutrition animale. Donc, on est plutôt dans de l'oléochimie, des gros sites, voilà. Donc, dans des métiers un petit peu différents. Pour ceux qui vous découvrent, donc en dehors de la France, l'international, vous avez visité la Roumanie.
Quels sont les grands pays où vous opérez déjà aujourd'hui? On est dans 18 pays aujourd'hui. Alors, il y a une activité européenne qui est assez forte pour l'oléochimie. C'est en dehors de la France, c'est la Belgique, l'Allemagne, le UK. Je parle de l'Europe. En restant sous l'Europe, on a une activité d'huile d'olive en Italie et en Roumanie, on est assez présent aussi. On fait de nutrition animale, biodiesel et huile de table. Et ensuite, on a un axe aussi nord-sud africain où on est présent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, où on fait là plutôt de la grande consommation, donc de l'huile de table. Et quant à l'oléochimie, je vous ai parlé de la partie européenne, mais on a vraiment une implantation mondiale. On est en Malaisie, on est aux États-Unis, on est au Brésil. Ça vous donne un petit peu une idée des pays dans lesquels nous sommes. Et donc sur un autre sujet, vous avez eu le besoin d'articuler une raison d'être, une mission, servir la Terre. Et donc, je voulais savoir pourquoi vous avez ressenti ce besoin. Et ensuite, je voulais que vous nous donniez un exemple concret d'une mise en pratique, parce que parfois, ça peut rester assez conceptuel. Je voulais savoir concrètement comment vous avez mis en pratique, ou peut-être tous les jours, comment vous le mettez en pratique, votre raison d'être. Alors, la petite histoire est intéressante sur la raison d'être. À la limite, on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant, d'un coup, d'un seul, il se réveille le matin et se dit « Tiens, je vais faire une raison d'être ». En fait, c'est pas comme cela que les choses se sont passées. On a fait des sondages, comme on fait des sondages réguliers pour tester finalement l'opinion de nos employés. Et il y a eu un sondage qui nous a beaucoup interrogés. Finalement, il nous disait « On est super content d'être chez Avril. Voilà, c'est une société finalement qu'on aime bien. On a confiance aux dirigeants, ça nous faisait quand même assez plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Par contre, on ne sait pas expliquer pourquoi. On est content de chez Avril. Et la stratégie, franchement, c'est un peu compliqué. Voilà. On s'est dit, c'est quand même pas normal. Les gens sont contents, mais ils ne savent pas expliquer exactement le pourquoi. Et donc, du coup, on a fait un cheminement en disant, il faut peut-être expliquer le pourquoi. Finalement, les gens sont contents d'adhérer chez Avril. Et petit à petit, notre cheminement nous a conduit à définir finalement, au-delà de l'aspect financier, finalement, pourquoi on était heureux de chez Avril. Jean-Philippe, ça, pardon de vous couper, mais le pourquoi, vous l'aviez probablement déjà explicité, mais c'était un sujet de communication interne, non? Alors, la raison d'être, ce n'est pas un sujet de communication. Là, en l'occurrence, on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que quand on s'est posé la question du pourquoi, on a travaillé finalement qu'est-ce qui nous faisait se lever le matin pour dire « je suis content de chez Avril ». C'était non exprimé, c'était là, mais c'était pas exprimé. Exactement. Okay. Et ça nous a pris 3 ans. Ah ouais. 3 ans de travail pour arriver à notre raison d'être qui est servir la Terre. Et comme disait un opérateur, il me disait, franchement, au top management, 3 ans pour 3 mots, c'est quand même pas une productivité de dingue. C'est pas dingue, voilà. C'est pas dingue. Mais c'était important. Et pour faire simple, comme disait Montaigne qui écrivait une lettre de 20 pages, au début de la première page, il dit « Je vous prie d'excuser cette longue lettre. Je n'ai pas eu le temps de faire court. » Et je trouve cette expression excellente. Okay. Faire court, ça demande du temps. Et donc, on a finalement cette raison d'être qui est servir la Terre avec des engagements. Ce n'est pas de la communication. C'est que simplement, quand on l'a mis sur la table, tout le monde dit « Bah oui, ça nous représente bien. » Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, servir la Terre Donc, le matin, je suis content, je vais servir la Terre. OK, je réponds à votre question, mais je fais quoi et donc, on a défini 6 engagements. Donc, évidemment, il y a l'engagement de la décarbonation, mais il y a aussi un engagement interne en disant, voilà, je veux que les gens travaillent de manière plus collective, inclusive. Collective, inclusive, mais ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire la même chose au Maroc, en Malaisie, en France, etc. Et donc, chaque business, chaque pays a un objectif, ce qui est fait, d'avoir une feuille de route sur chacun des engagements pour dire, OK, qu'est-ce que je fais moi pour être en ligne avec ces engagements. Et donc, servir la Terre, c'est une raison d'être, mais c'est une raison d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des objectifs par rapport à cette raison d'être. Et donc, c'est très concret. Il y a des actions très concrètes. C'était quand, servir la Terre? Quand est-ce que vous avez... Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. En fait, la 5e année. Ouais. Avant qu'on ne rentre dans cette salle pour enregistrer, on faisait connaissance dans la salle d'à côté. Et puis, je vous disais, mais moi, ce qui me frappe beaucoup avec un groupe comme le vôtre, c'est que c'est un groupe discret, je le dis avec mes mots, et pardon s'ils ne sont pas corrects, mais c'est comme ça que je le ressens. Et en même temps, je ressens aussi que justement, votre raison d'être, votre ADN, prend une place de plus en plus grande dans notre société. Comment vous l'expliquez ? C'est très simple. Je pense que les gens qui nous rejoignent et qui restent chez nous recherchent du sens.
Les jeunes, quand ils viennent chez nous, alors ils ne connaissent peut-être pas beaucoup, mais quand on commence à leur expliquer le modèle, comme moi, je vous ai expliqué en disant, voilà, je travaille pour créer de la valeur que je vais finalement réinvestir, mais réinvestir pas pour enrichir directement nos actionnaires, mais pour créer de la valeur sur le monde agricole français et international. Et ça donne beaucoup de sens. Et avec cette raison d'être, on a des engagements vis-à-vis de la société, vis-à-vis du collectif. Et je crois que de plus en plus, la société, c'est ce qu'elle recherche. Il y a une perte de repères globale dans nos sociétés. Et donc là, l'entreprise, en tout cas notre entreprise, elle donne ces repères que les gens sont en train de chercher. La recherche de sens en entreprise, ça, c'est quelque chose qui est global et qu'on retrouve absolument partout. Mais j'étais plus sur la terre, en fait, sur le rapport à la terre, sur le rapport au vivant. Plus spécifiquement là-dessus, comment est-ce que vous expliquez que, encore une fois, c'est un ressenti, peut-être que je me trompe, que ça devienne prégnant, même dans des sociétés ultramodernes comme la nôtre? Il se trouve que chez nous, on est au cœur de toutes les transitions. Non seulement on donne du sens dans ce que l'on fait, mais en plus, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la transition agricole, essentielle. On le voit bien en ce moment avec le changement climatique. Toutes les choses sont en train de changer, les cultures, les modes agricoles. On est au cœur de la transition énergétique. On fait de l'énergie, on fait du biocarburant vert, biodégradable. Donc on est en train de bouger du pétrole, finalement, des carburants verts. Et on est au cœur de la transition alimentaire. Voilà, donc quelqu'un qui vient chez nous, non seulement il trouve du sens dans ce qu'il fait, mais il se retrouve au cœur de ce qu'attend la société aujourd'hui. Ouais. C'est comment, finalement, je peux être acteur de ces trois transitions-là, qui sont les trois transitions essentielles. On va y revenir. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu à la genèse d'Avril. Vous l'avez un peu évoqué, et puis on parcourra un peu les grandes étapes du développement d'Avril, parce que ce podcast, c'est l'histoire d'entreprise, il faut quand même qu'on raconte un peu l'histoire d'Avril. On est d'abord là pour ça. Vous avez dit, à la genèse de Sophie Protéol à l'époque, des agriculteurs se regroupent ensemble et commencent à structurer, c'était votre terme tout à l'heure, ce secteur. À cette époque, le contexte agricole des années 80, donc, quel est-il? Alors en fait, le pourquoi les agriculteurs sont mis ensemble en 1983 et ont fondé Sophie Protéol, c'est assez intéressant. En fait, ça fait suite à 1975 où les États-Unis décident d'arrêter l'exportation de protéines sur l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un gros problème climatique, manque de protéines. Et là, d'un coup, l'Europe réalise que plus de 90% de la consommation de protéines vient de l'Amérique. Et donc, il y a une prise de conscience en disant, attendez, ils nous coupent la protéine, donc on est vraiment à risque. En parallèle de ça, vous vous rappelez peut-être pas, mais c'était le moment où il y avait énormément de terrains en jachère. Donc, vous vous retrouvez pas de protéines, et des terrains en jachère, et vous êtes payé pour ne pas produire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les agriculteurs? Ils ont dit, attendez, il faut qu'on nourrisse nos animaux. On n'a pas le droit de produire sur l'alimentaire. Hein. La jachère, c'était pour l'alimentaire. Et donc, ils sont allés voir l'Europe en disant, écoutez, il y a des terrains en jachère, on n'a pas de protéines, laissez-nous faire de la protéine pour nos animaux. Donc, ils ont eu le feu vert, et la meilleure plante dans nos contrées, dans nos latitudes, c'était le colza. Et donc, ils ont lancé la protéine de colza. Et donc, du coup, et à l'époque, le colza était relativement peu produit? Il y avait moins de 100 000 hectares en France, alors qu'on est monté jusqu'à 1,5 million d'hectares grâce à la filière. Et parce qu'on voulait être moins dépendant de l'importation de protéines, et on est tombé à 40% de dépendance. Là, on était à 90%. Donc, tout ça a bien fonctionné. Mais c'était l'origine en disant, il faut développer les huiles et protéines, parce que c'était d'abord les protéines. Mais quand vous faites du colza, vous avez beaucoup de protéines, mais vous avez de l'huile. Qu'est-ce que vous faites de l'huile? Et c'était la question. Parce que finalement, l'huile alimentaire, on en avait assez. Hein, et donc, il fallait trouver un débouché non alimentaire. Et donc, c'est là où, finalement, on a commencé à dire, on pourrait faire de l'énergie. L'énergie, ça a toujours été lié à l'huile. Notre première usine, qui est toujours existante, à Dieppe, importait des graines d'Afrique, d'arachide, pour faire de l'huile. Déjà à l'époque? Pour éclairer Paris. Mais quand c'était au 1870, 1890. Donc tout l'éclairage de Paris était fait en brûlant de l'huile qui était raffinée dans notre usine de Dieppe sur la base d'arachide importé d'Afrique. Vous voyez bien que la relation huile-énergie a toujours été là. Donc là, nous, on a inventé le biodiesel, fait à partir d'huile, en disant, voilà, il faut bien faire quelque chose. Donc, on a inventé le biodiesel, on a fait les premières usines, et voilà. Et c'est l'origine, finalement, du développement industriel de cette partie énergétique du groupe.
Donc, qui avait toujours été là, en fait, du coup. Alors, biodiesel n'existait pas à partir d'huile. Non, c'est nous qui l'avons inventé. On a toujours été très prompt à faire de l'innovation. On continue à le faire. Mais donc, l'origine, pour revenir à votre question, c'est le monde agricole qui prend cette conscience et qui dit, collectivement, on fait quelque chose, on va voir l'État, on va voir l'Europe, et on décide de dire, on va être moins dépendant de la protéine, fondons Sophie-Protéol pour développer cette filière. Donc, quand vous arrivez dans le groupe, où en est l'entreprise? En fait, là, ce qu'on voudrait savoir, c'est un peu les grandes étapes du développement d'Avril. Alors, quand j'arrive dans le groupe, on était à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires, donc beaucoup avait déjà été fait. Donc, je vous l'expliquais. Donc, il y avait toujours cette partie financière qui continuait. Voilà. Et on a été déjà, puisque c'est en 2002 que nous avons acheté Le Sur. Moi, je suis arrivé 10 ans après, en 2012. Oui, c'est ça. Donc, déjà, il y avait un petit paquet d'entreprises qui avaient démarré. On était dans une étape où il y avait eu beaucoup d'acquisitions qui avaient été faites et le groupe n'était pas vraiment un groupe. C'était les petites sociétés qui ne se parlaient pas. Vous n'aviez pas le nom Avril, c'est ça? Ah non, il n'y avait pas le nom Avril. C'était Sophie-Protéol qui était le fonds d'investissement et on avait une ribambelle de petites entreprises, mais pas vraiment de groupe. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus me chercher, entre autres. Je venais d'un grand groupe et donc le président de l'époque m'a dit, écoute... Voilà, tu connais les grands groupes, tu as été à l'international. Moi, tu as 2 objectifs. Fais-moi un groupe, développe-le à l'international. Voilà. Le reste, débrouille-toi. Voilà. Ce qui était bien comme feuille de route. C'était assez court, finalement. Et voilà. Et donc, en 2012, on s'est attelé à créer réellement un groupe, à faire en sorte qu'on ait des choses qui soient mutualisées, organisées, jusqu'à il y a 10 ans. Donc, c'était exactement il y a 10 ans, en 2015. On a changé la structure juridique et puis on a décidé de s'appeler Avril. Et la signification, c'est... C'est à moi, Avril. Oui, c'est ça. Pour la petite histoire, c'est assez rigolo quand vous essayez de choisir un nom pour une société. C'est toujours un moment important, mais compliqué. Donc, on a fait appel à un cabinet. Et avant qu'on démarre le travail, il nous dit, écoutez, imaginez que vous avez un groupe de personnes autour d'une table et qui vont choisir le nom d'un ordinateur. Voilà. Et ils ont choisi Pomme. Voilà. Oui. Ou un autre groupe qui se met à choisir un nom pour société téléphonique et ils choisissent Orange. Voilà. N'essayez pas de trouver forcément une logique absolue au nom. Voilà. Donc, ils ont déjà été passionnés. Bien vu. Voilà. Ouais. Et donc, alors, il y avait une liste de noms communs et de noms inventés. Et donc, il y avait Avril dans la... Après, il y a du rationnel quand même. C'est le mois où la floraison de colza. Voilà, c'est le mois de la Renaissance, etc. Après. Mais on a trouvé beaucoup de rationnel après. Au départ, c'était ça plaît pas. Voilà. Et donc, je veux dire en toute sincérité, ça n'a pas plu tout de suite au monde agricole, parce que pour le monde agricole, ce mot avril correspond à un acte. Finalement, en avril, on fait ça dans les champs, en mars, on fait ça dans les champs. Alors j'aurais dit mars était pris, donc j'ai pris avril. Mais trêve de plaisanterie, au départ, il a fallu nous aussi s'habituer à ce nom, et qui fait maintenant la fierté de tout le monde. Et surprend un peu chronologiquement les étapes clés. Donc, quand vous arrivez en 2012, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la prochaine étape? Alors, 2012, je suis arrivé, il y avait eu beaucoup d'acquisitions. Il a fallu faire un petit peu d'ordre dans le portefeuille, donc structurer le groupe. Donc, ça a pris un petit peu de temps, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Faire le premier plan stratégique, se dire, voilà, où est-ce qu'on veut amener ce groupe. Et la première chose qu'on a faite avec le comité exécutif, c'est de dire notre mission d'origine, qui est développer les huiles et protéines pour nourrir les hommes et protéger la planète. Nouveau CIO, on se dit on va peut-être revoir tout ça. Donc on a travaillé 24 heures, on a dit il n'y a absolument rien à changer. C'est vraiment exactement ce pourquoi on est fait et qu'on va continuer à faire. Et ensuite, on a défini un certain nombre d'axes dans lesquels on voulait se développer le groupe, qui sont toujours ceux que j'ai évoqués avec vous. Donc, dans les huiles de table, se développer en France, mais aussi à l'étranger. Donc, on a mis le pied au Maroc. On fait aujourd'hui 70% des huiles et du savon marocain. Donc, on a eu un développement un petit peu international sur l'Afrique. Sur l'énergie, on a fait un petit peu à rebours. On avait beaucoup d'usines et on trouvait que notre pourcentage sur l'énergie nous exposait un petit peu trop aux fluctuations de cours de l'énergie et de la réglementation. Donc, on a un petit peu réduit la voilure. Alors que sur l'oléochimie,
On savait qu'on était dans un marché excessivement porteur, qui continue à l'être. Et là, on a dit on va continuer à se développer. Donc, on a acheté un certain nombre d'outils, on les a développés, on a beaucoup investi. Et sur la nutrition animale, on a continué à consolider la nutrition animale française. On était petit, moyen, on devient maintenant le numéro 1 français. Jean-Philippe, ce qui frappe en vous écoutant, c'est que cette fameuse feuille de route, cette stratégie que vous avez écrite avec votre comité de direction en arrivant, en fait, vous la déclinez depuis toujours. Et que donc ces grands axes, ils ont été écrits et vous les avez mis en œuvre. Est-ce que dans cette déclinaison, il y a eu des moments où vous dites « Ah ouais, là, on est vraiment en train d'atteindre une étape clé, c'est un moment clé pour l'entreprise ». Vous vous souvenez d'un moment comme ça plus particulier ou pas? Ah oui, il y a eu un moment un peu compliqué, puisque finalement pour l'énergie, donc qui est le biodiesel, au départ, l'État a décidé finalement de pousser, et à juste titre, hein, en aidant finalement le développement du biodiesel. Et puis, à un moment donné, la source étatique s'est tarie. Et voilà, dans notre naïveté, on s'est dit, voilà, c'est le marché qui va reprendre le dessus. Et voilà, donc on va continuer à réussir à faire une marge suffisante sur l'énergie. Point du tout, ça a été très compliqué. Et là, on est arrivé dans un moment critique en 2015 où on perdait beaucoup d'argent sur le biodiesel. Et donc, il a fallu se réinventer parce que c'est un maillon essentiel pour nous du monde agricole. Donc, et c'était plus compliqué dans un groupe comme Avril, puisque finalement, la question n'était pas de sortir de ce maillon. Vous êtes j'ai été 28 ans dans un groupe où vous avez une société qui perd de l'argent, vous essayez de la retourner, si vous n'y arrivez pas, vous la vendez ou la fermez. Nous, vendre, fermer n'était pas une option, donc il fallait absolument trouver voies et moyens de retourner cette entreprise. Ça nous a pris quelques temps, on a diversifié, on a baissé un petit peu la voilure. Et maintenant, voilà, on a lancé le carburant français, 100% colza. Voilà, donc on a fait un certain nombre de choses. Mais c'était un élément marquant de l'entreprise parce que ça nous a pris quelques années. Et voilà, ça ne nous a pas mis trop à mal parce qu'on était heureusement diversifiés. Mais ça a été des moments plus compliqués à vivre. Et si on le tourne maintenant de manière positive, un moment heureux, joyeux, vous dites, là, on a vraiment atteint une étape clé, un développement clé? Il y en a plein, mais moi je trouve que la révélation de la raison d'être, la révélation aussi un petit peu avant du mot avril, c'était des moments quand même qui étaient chargés d'émotions. Parce que finalement, après pas mal de travail, on s'est aperçu que ce faisant, on avait l'adhésion de tous, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on s'est dit, voilà, ça y est, on y est. C'est pas que de la révélation, hein, c'est surtout la mise en œuvre. Donc c'est se mettre en action par rapport à cette raison d'être. Voilà, ça c'est des moments qui sont voilà, très intéressants et très marquants. Et peut-être juste pour parler d'étapes un tout petit peu plus récentes où vous avez pas mal investi dans tout ce qui est protéines végétales pour l'alimentation humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre stratégie sur ce point ? Le groupe a toujours travaillé sur l'innovation. Je vous l'ai dit, on est inventeur du biodiesel. Donc ça, c'était les années 80. Et pour créer toujours de la valeur sur l'ensemble de la chaîne à partir de nos graines. On est allé dans la grande consommation, on est allé dans l'oléochimie parce qu'on s'est dit, non mais la chimie verte, c'est l'avenir. Mais quand nous, on a mis le doigt dedans, c'était quand même pas très, très connu à l'époque. Et il y a une petite dizaine d'années, on a fait l'étude, on s'est aperçu que finalement, le monde n'allait jamais manquer d'huile. Parce qu'il y a de l'huile partout, il y a de l'huile de palme en Asie, il y en aura en Afrique. Donc, ce n'est pas un sujet, l'huile. Par contre, le monde va manquer de protéines. Et ça nous a frappé quand on a fait cette étude-là. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, ça fait quand même 20 ans qu'on essaye de faire plus d'huile avec cette petite graine. Donc, on sélectionne des graines pour qu'elles fassent plus d'huile sans se soucier de la protéine. Et en fait, il faut qu'on se soucie de la protéine, parce que c'est ça le sujet. Mais pas que pour nos animaux. Et on voit bien aussi qu'il y a cette transition alimentaire, hein, où finalement, surtout en Europe, on va consommer un peu moins de protéines animales et un peu plus de protéines végétales. Mais il faut la produire. Et donc, du coup, on a décidé, il y a quelque temps, de mettre le doigt dans la protéine alimentaire. Donc, on était dans la protéine. Mais pour les animaux, la protéine alimentaire est un peu différente. Et donc, on a investi, on a une usine qui est le leader mondial sur un procédé d'extraction de la protéine de colza. On a investi à l'étranger sur la protéine de tournesol. Et donc, petit à petit, on a aussi investi dans les sociétés qui font des plats base végétale, Arianco, par exemple, en France. C'est une très belle marque qui fait des produits base végétale et qui sont très bons.
je vous le conseille. Oui. Voilà. Ils ont une croissance assez forte d'ailleurs. Mais parce que c'est très bon, et ils sont très bons. Voilà, donc absolument. Et parce que aussi, c'est la tendance française de plats préparés. On a besoin de plats préparés qui soient bons, base végétale. Donc là, on est au confluent de toute cette demande du consommateur. Donc voilà. Mais tout ça se prépare depuis 5 à 10 ans. Voilà, on est dans l'aboutissement et on a encore beaucoup de choses à faire sur la protéine alimentaire. Ce qui frappe beaucoup, c'est votre gestion du temps, Jean-Philippe. On sent que c'est des projets de développement qui sont très longs. Oui, et ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a frappé aussi en arrivant et qui m'a attiré ici en arrivant. On n'est pas une société cotée. Hein, donc, on n'a pas cette pression boursière qui est de dire il faut absolument que je bouge. J'ai vécu 28 ans dans la société boursière, donc je sais ce que c'est. Et ce n'est pas une critique en soi. Le monde, il est comme il est. Mais vous avez besoin de montrer au marché que vous bougez, etc. Ce n'est pas qu'on ne bouge pas, c'est qu'on est capable de s'inscrire dans le temps long. C'est pas qu'on n'a pas les mêmes critères financiers, les mêmes exigences financières. Simplement, on est capable de prendre des paris sur un temps long, et c'est aussi le monde agricole, c'est le monde des saisons. Ouais, Si vous voulez bouger une graine, vous allez la planter, puis vous allez attendre un an. Voilà, on n'est pas dans le numérique. Et donc, voilà, il faut apprendre à gérer ce temps long, ce temps des saisons, tout en étant sur le consommateur qui, lui, il achète au jour le jour, et donc on a un temps court. Donc, il y a cette dualité entre le temps du consommateur qui est court et le temps du producteur qui est un temps long. Et nous, on est avec un actionnariat agricole et donc qui est conscient de ce temps long. Jean-Philippe, je vois le temps passer, il faut qu'on accélère. Je vais très vite sur la partie, on rejoint le présent, on est aujourd'hui. Et avec Aurore, on avait quelques questions sur votre gouvernance et puis une forme de leadership que tout dirigeant doit avoir. Je suis curieux de connaître, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, votre mode d'animation de votre CODIR. Comment vous l'avez constitué? Comment vous l'animez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous dites « Ouais, j'ai la bonne équipe autour de moi et eux aussi sont contents de vous avoir ». Alors, j'ai une très bonne équipe autour de moi. Pas une bonne, mais une très bonne équipe autour de moi. Comment je l'ai choisi? Il y a une sélection, en fait, qui est soit on prend des personnes internes, soit en externe, mais on prend pour le comité exécutif, c'est clair, on va prendre la meilleure personne correspondant au poste que l'on souhaite. Et donc là, on a des gens d'exception qui nous ont rejoints parce qu'ils trouvent du sens dans l'entreprise. On n'est pas ceux qui payent le mieux, je ne devrais pas dire ça à mon comité exécutif, mais on est plutôt des gens qui... Il doit vous le dire au moins une fois par an. Oui, c'est ça, mais on est dans la moyenne. Voilà. Et les gens viennent chercher autre chose, même si le salaire est tout à fait correct, que simplement le salaire. Et donc, il y a une ambition collective qui se sent. Et donc, on parlait du temps long. Mais c'est quoi la méthode, Jean-Philippe, pour animer ce premier cercle? Alors, beaucoup de travail d'abord d'écoute, beaucoup de travail sur le collectif. Donc, c'est un comité exécutif qui se réunit une fois tous les 15 jours, mais qui fait 2 séminaires par an. Et dans ce séminaire, on prend pratiquement une demi-journée pour travailler notre collectif. Comment on travaille ensemble, comment on peut mieux travailler ensemble. Il faut savoir se parler, savoir s'écouter, savoir se critiquer positivement, ce qui n'est pas simple. Vous avez des collègues et on avait à un moment donné tellement de respect l'un envers l'autre qu'on réfrénait nos commentaires. Et voilà, et donc c'est tout un travail collectif qui fait que de temps en temps, il faut que je les calme un peu maintenant. Voilà, donc on n'est pas dans l'excès inverse. Mais voilà, il y a un collectif qui travaille bien, mais parce qu'on travaille le collectif. Et pour le middle management, qui est aussi très important, comment est-ce que vous l'avez construit? Comment vous le motivez? Comment vous êtes sûr de le garder, de le préserver? Il y a beaucoup de middle managers qui souffrent aujourd'hui. C'est une place dans l'entreprise, pas forcément chez Avril, mais c'est très compliqué ce middle management. Il a tendance à diminuer dans l'entreprise, et pourtant il est éminemment indispensable. Là, je crois qu'il faut être clair sur les objectifs. D'abord, on a un plan stratégique, donc on est clair, et puis régulièrement, on dit où est-ce qu'on veut aller. On a ce que j'évoquais, notre raison d'être, donc ces engagements sociétaux. Là aussi, on dit ce qu'on fait, et dans les objectifs de nos cadres, ils ont un point sur la sécurité, mais ils ont un point sur la raison d'être, ils ont un point sur leur objectif personnel en tant que manager. Et donc, il y a une cohérence de l'ensemble de ces objectifs. Ça part par le haut, par les miens objectifs, puis mon comité exécutif, etc. Et ça descend jusqu'à l'ensemble des managers. Mais je pense qu'ils ont la sensation de faire partie d'un tout.
Ils ne sont pas isolés. Alors après, on aime, on n'aime pas, on veut être promu plus ou moins rapidement, mais comme dans toutes les entreprises. Et ça, c'est tout à fait normal. Puis il y a des différences culturelles entre la France, la Malaisie, les États-Unis ou le Brésil. Mais il y a, je dirais, ce tronc commun, cette base qui fait que finalement, on parle quand même le même langage parce qu'on est tous autour de cette raison d'être. Et donc, on voulait parler un peu de l'actualité. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du grand réveil alimentaire, comme dirait la ministre, où on voit aussi que notre balance commerciale est peut-être déficitaire cette année pour la première fois depuis 50 ans. Du coup, on voulait savoir quelle est votre vision un peu des grands enjeux agroalimentaires des 15 prochaines années. Qu'est-ce que vous voyez comme essentiel, sachant qu'il y a pas mal de sujets sur la table? Alors, à moins d'avoir 2 heures, mais en quelques minutes. Quelques minutes. Mais une manière d'y répondre, c'est de voir comment Avril, évidemment, tente de répondre à ces enjeux. Mais on essaie de faire le lien entre le projet de société qui est celui d'Avril et puis le projet de la société qui dépasse largement Avril. On parle beaucoup de souveraineté. Hein. Oui. Voilà, c'est le mot. Voilà. Et il se trouve que souveraineté, ça nous parle, puisque nous, on l'expliquait tout à l'heure. Donc, notre création, c'était pour augmenter notre souveraineté en termes de protéines. Donc, on travaille là-dessus, on va continuer à travailler là-dessus. Ce qui me peine un peu, et c'est les enjeux de demain, c'est qu'on perd un peu de notre souveraineté parce que si je prends le poulet, par exemple, on importe 50% de nos poulets, on importe plus de la moitié de nos porcs, etc., alors qu'on a les compétences pour le faire, on a le savoir-faire. Mais il y a certaines contraintes, certaines barrières qui font qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de continuer à développer la production française, qui est d'excellente qualité. Je pense qu'on a une des meilleures qualités agroalimentaires au monde. Je crois qu'on est classé 2e pays au monde. D'accord. Mais les Français n'en sont pas totalement conscients. Mais c'est pourtant la réalité. Les Chinois nous achètent du lait en poudre. Ils viennent acheter les produits français parce qu'ils sont garantis de très bonne qualité. Voilà. Simplement, ça a un certain coût et on laisse rentrer à travers nos frontières des produits qui ne sont pas forcément, et on parle du Mercosur, qui ne sont pas forcément fabriqués avec les mêmes règles. Et donc, qui viennent pénaliser nos agriculteurs. Aujourd'hui, l'enjeu à venir, c'est le renouvellement de la génération des agriculteurs. Hein. Plus de la moitié vont partir à la retraite. Oui. Il faut trouver des jeunes qui s'investissent. Et pour s'investir, voilà, il faut gagner, je dirais, suffisamment d'argent. C'est une parfaite transition parce que, je vous le disais avant qu'on rentre, moi je découvre ce groupe, je découvre l'industrie agroalimentaire grâce à Aurore. Et je fais partie de ces gens qui, en fait, ont appris sur l'agriculture via les informations et les journaux qui le disent. Et je vais vous donner ma perception qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que c'est celle d'un seul homme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 agricultures. Il y en a une qui se porte bien ou très bien, que vous faites probablement vivre, en tout cas je l'espère, et dont on peut être particulièrement fier. Et puis il y a une autre agriculture qui souffre, et quand je dis qui souffre, qui gagne très mal sa vie. Il peut y avoir d'autres problèmes, mais je pense d'abord à celui-ci. Et moi, ça me préoccupe beaucoup parce que quand on est en amont d'une filière, vous avez des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à vivre dans leur métier, c'est toute la filière qui, en aval de la chaîne, qui souffre ou qui souffrira. D'abord, est-ce que mon diagnostic, il est bon? Est-ce qu'il y a bien effectivement ces 2 agricultures qui se font, elles se font pas concurrence, mais c'est 2 réalités différentes, donc il n'y a pas une agriculture. Et puis surtout, pour un groupe comme Avril, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet? Alors, il n'y a pas une ou 2 agricultures, il y a des multitudes d'agricultures très, très différentes et qui ne souffrent pas au même moment. Voilà. Donc, le tout, c'est d'assurer une certaine continuité dans les revenus. Aujourd'hui, vous entendez moins les éleveurs parce que le prix du lait est devenu à un prix normal, le prix des œufs est devenu à un prix assez élevé, et donc l'élevage va assez bien. Voilà, il faut le dire, bon, globalement. Alors que les grandes cultures, parce que le prix du blé est excessivement bas, aujourd'hui, voilà, ça a beau être des grandes exploitations, ils vivent pas bien. Ils ont beaucoup investi, ils vivent pas très bien. Il y a 2 ou 3 ans, c'était totalement l'inverse. C'était l'inverse. Voilà, donc il n'y a pas une ou 2 agricultures. Vous avez des petites, des moyennes, des grandes exploitations. Vous avez des gens qui sont en AOP, qui font du fromage avec des sociétés complètement intégrées, avec des prix garantis. Vous avez une multitude de modèles et qui ont toutes des justifications. Voilà, il n'y a pas un modèle. Il faut travailler pour l'ensemble de ces agricultures. Par contre, ce qu'il faut assurer, c'est un mode de rémunération suffisant à l'ensemble du monde agricole. Et là, il y a sûrement des choses qu'il faut qu'on travaille en termes de régulation de prix.
non pas pour avoir des prix étatiques, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que simplement on puisse jouer en France avec les mêmes règles que les autres pays. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça un vrai sujet, pour la raison pour laquelle les agriculteurs sont quand même souvent en train même de descendre dans la rue. C'est aujourd'hui, vous mettez des règles en France qui sont souvent supérieures aux règles européennes. Et donc, vous avez les pays limitrophes, hein, pas à chercher loin, les Belges ou les Allemands, les Polonais, qui peuvent faire des produits avec des molécules qui sont interdites en France, donc moins chères, et qui n'ont aucune barrière et qui viennent casser les prix en France. Et pour un groupe comme le vôtre, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça implique? Nous, c'est le monde agricole qui est toujours notre actionnaire. Et comme on ne renvoie pas de dividendes, notre responsabilité, c'est de créer de la valeur pour renvoyer indirectement cette valeur au monde agricole. Donc, il faut qu'on crée de la valeur. Donc, on crée des produits. Donc, on a eu le biodiesel, on a de l'oléochimie parce qu'on est capable de rémunérer les graines un peu plus que la moyenne. Je vais vous donner un exemple très simple. On a une graine de colza, on appelle oléose, et en fait, on a demandé à l'Europe de certifier une mode de fabrication, parce que normalement, quand on fait du biodiesel à partir de colza, vous économisez 60% de gaz à effet de serre. Voilà, ça, c'est la norme. Voilà. Et si vous travaillez mieux que la moyenne, vous pouvez économiser plus que 60, 70, 80, 90. Tout ça, on l'a modélisé. Et donc, l'agriculteur aujourd'hui, qui améliore ses pratiques culturales, il peut dire sur cette parcelle, je n'ai pas 60, mais j'ai 70 ou 80% d'économie. Et nous, on est capable de valoriser toute la chaîne jusqu'au biodiesel et on va payer la graine plus cher parce que finalement, l'agriculteur a été plus vertueux. Et on rentre dans un cercle qui, pour moi, est assez génial puisque plus vous vous améliorez, plus vous êtes rémunéré. Plutôt que pollueur-payeur, là, vous rentrez dans un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on essaye de faire chez Avril, c'est trouver des modèles économiques qui soient rémunérateurs à la fois pour l'agriculteur, mais finalement qui soient bons pour la société, pour nous tous. Et donc ça veut dire que ces problématiques de rémunération des agriculteurs, vous, c'est comment dire ça, vous arrivez à le gérer, c'est pas un risque existentiel ou fort, ou est-ce qu'au contraire vous dites non mais en fait nous c'est devenu un sujet? Ah mais c'est un vrai risque. Écoutez, vous avez la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. Si j'ai plus d'agriculteurs, j'ai plus de matières premières. Voilà, donc il va falloir que j'importe d'autant de matières premières de l'étranger. On n'a pas été conçu pour ça. Nous, on est là pour valoriser l'agriculture française. Pareil, sur les éleveurs, on a fait un fonds et on aide la création des nouveaux éleveurs en les aidant financièrement. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument qu'il y ait des jeunes qui reprennent des fermes pour l'élevage. On a besoin d'élevage en France. Voilà. Donc là, on aide directement et financièrement. On a mis plus de 16 millions d'euros pour aider l'installation des jeunes agriculteurs. Et sur le sujet de transition alimentaire, qu'est-ce que vous pensez quels sont les enjeux? Alors, la transition alimentaire, c'est assez rigolo parce que quand vous faites des études, en fait, c'est très, très différent entre la France, l'Europe, les États-Unis, etc. Oui. Donc, si je parle que de la protéine, je vous disais, nous, on est plutôt, on le voit tous, hein, on mange moins de viande rouge, plus de viande blanche, on mange moins de viande, globalement. Donc, en fait, on est dans une transition vers plus de végétal. Oui. Voilà. Donc, naturellement. Mais on est très atypique. D'abord, on est très à l'avance en France par rapport au reste de l'Europe. Et si vous prenez les États-Unis, ils ne sont pas du tout dans cette transition. Ils continuent à consommer de la viande et de plus en plus. Et si vous prenez le reste du monde, les Africains, ils sont très végétals et la seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir avoir de la viande. Et en Asie, ils sont au milieu. Donc, ils ne sont pas encore totalement au plateau et donc ils consomment de plus en plus de viande. Donc, en fait, on a un prisme qui est français, européen, qui n'est pas du tout mondial. Donc, en fait, il va y avoir de plus en plus de production animale dans le monde, mais pas en Europe et pas en France. Voilà. Donc, nous, on est français, mais on est de plus en plus aussi exposés dans le monde entier. Donc, il faut gérer aussi ces deux transitions. Donc, la transition, oui, elle se fait. Après, il y a une question de prix. On parlait beaucoup des œufs, hein, par exemple. Hein, donc, on est sorti des œufs cages, on prend des poules plein air, etc. Tout le monde veut du bio. Alors, on a bien vu la courbe du bio. Tout le monde disait le bio. Elle s'est aplatie, la courbe. Seulement, pourquoi elle s'est aplatie? Parce qu'il y a eu un problème de pouvoir d'achat. Voilà, le bio est un petit peu plus cher. Et donc, à un moment donné, vous avez du mal à finir aux fins de mois. Vous rentrez au supermarché, vous dites, je vais acheter du bio. Et puis, vous voyez que l'œuf bio, il est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que l'œuf normal. On dit, bon, pour un œuf, je prends un œuf normal. Hein, voilà. Et donc, le bio, ça continue à croître un peu.
mais pas du tout à 2 chiffres comme on a pu le vivre il y a quelques années. Donc en fait, voilà, il faut suivre le consommateur, il faut l'accompagner, mais c'est quand même lui qui décide. Donc la transition se fait, mais elle ne se fait pas au rythme qui a été décrit il y a quelques années. Elle se fera, mais à nous de trouver d'abord les bons produits à base végétale et à un prix qui soit acceptable par le consommateur. Jean-Philippe, pour clôturer cette petite discussion sur la partie enjeu, je sais bien qu'on pourrait en parler pendant 2 ou 3 heures, mais on n'a pas tout ce temps là ensemble. Je vous catapulte ministre de l'Agriculture en France, dans un premier temps. Après, on montera d'un étage à Bruxelles. Mais en France, vous faites une seule chose. Qu'est-ce que vous faites? Si je devais faire une seule chose, mais je ne suis pas sûr que le ministre de l'Agriculture puisse le faire tout seul, c'est que j'abolirais beaucoup de règles typiquement françaises. Déjà, je dirais, en France, on va appliquer que les règles européennes. Un exemple? Un exemple, on a parlé du glyphosate, par exemple. Tout le monde, il y a quelques années, voilà, donc sous la pression médiatique ou des ONG, la France a décidé d'interdire le glyphosate, qui n'était pas interdit dans d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus de sucre. La betterave, on n'arrivait plus à la produire, parce qu'on n'avait pas la molécule. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas progresser, qu'il ne faut pas trouver d'autres molécules, etc. Mais avant d'interdire, il faut peut-être donner des solutions aux agriculteurs. Voilà. Donc, et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a plein. J'ai un ami qui a des cerisiers dans le sud de la France. Il n'a plus le droit d'utiliser une molécule, sauf que cette molécule est utilisée en Espagne. Donc, voilà, il est en train d'arracher ses cerisiers qu'il a depuis 3 générations et les cerises vont être espagnoles, avec une molécule qui est interdite en France. Je ne dis pas que cette molécule, il ne faut pas travailler pour effectivement l'interdire, etc. Mais voilà, c'est ça le monde agricole, et pour la raison pour laquelle ils ne sont pas contents. Ils veulent jouer avec les mêmes règles que leurs voisins. Et si vous avez les mêmes règles que les voisins, je vous garantis que le monde agricole sera hyper performant parce qu'il est performant. Le problème, c'est qu'on lui met des contraintes et on n'est pas capable, finalement, de bloquer les frontières. Et donc, on laisse rentrer énormément de produits qui n'ont pas les mêmes contraintes. Alors, ça me fait parler de l'Union européenne, parce que la politique agricole française, elle est quand même très européenne. Elle est, je crois, mais c'est à vous de me le dire, c'est pas à moi de le dire, elle est davantage européenne qu'elle n'est française. Donc là, même question, je vous catapulte au commissaire à l'agriculture à Bruxelles. Je ne sais pas si vous faites une seule action, mais vous en faites 2 ou 3. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'Europe, aujourd'hui, a beaucoup de mal à trouver les équilibres entre les pays qui sont producteurs et les pays qui sont importateurs. Donc, vous pouvez bien imaginer que quand vous êtes importateur, vous avez envie d'importer à des prix les plus faibles possibles. Quand vous êtes producteur et que les imports ne jouent pas avec les mêmes règles, vous voulez mettre des taxes à l'entrée pour pouvoir défendre votre local. Votre production, ouais. Donc, je n'ai pas envie d'être ministre de l'Europe au niveau agricole. C'est trop compliqué pour moi. La toile de fond des discussions que j'ai avec des chefs d'entreprise, c'est qu'il y a cette envie d'Europe qui est là, qui n'est pas feinte. Et puis de l'autre, il y a une immense critique européenne sur ces règles, sur ces réglementations qui, pour les producteurs que vous êtes, sont devenus les vrais problèmes. Ce n'est pas des petits problèmes, c'est des grands problèmes. Ça peut tuer un certain nombre de nos industries. Encore une fois, si je prends l'exemple des acides aminés, donc on a repris une usine à Amiens, une magnifique usine, qui était en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert les frontières à l'importation d'acides aminés chinois. Alors pourquoi pas? Sauf que 90% des acides aminés sont fabriqués en Chine. Et on est la seule, unique usine en Europe. Pourquoi les Chinois importent leurs produits à des prix qui sont inférieurs à leur prix de revient? Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont tué cette usine, 100% de la dépendance européenne, voire mondiale, sera chinoise sur les acides aminés. Donc là, vous vous dites, mais il faudrait quand même qu'on puisse se protéger. Donc vous faites une démarche européenne pour mettre des droits anti-dumping. Très bien, on a réussi sur une molécule. 6 mois après, les Chinois, ils ont pris 50% de taxes. Ils ont remis le même prix, voire plus bas qu'avant les taxes. Et donc, vous dites à l'Europe, écoutez, c'est pas suffisant quand même, ou alors on va continuer à mourir. À dire, non, mais là, on ne peut pas bouger avant 12 mois, parce que la règle, c'est qu'il faut 12 mois, mais en 12 mois, on attend de mourir. Voilà, il n'y a pas beaucoup quand même de flexibilité, de rapidité. Mais je ne suis pas contre l'Europe, parce que je pense que quand même, on a réussi à avoir des règles sanitaires, il faut quand même le reconnaître, en Europe et en France, qui nous protègent. Quand je dis on a la meilleure qualité alimentaire, il faut en être conscient. Il faut que les gens sortent, ils aillent le voir un petit peu partout. Il n'y a pas tellement d'intoxication alimentaire en France. Regardez dans d'autres pays et regardez le nombre de morts en intoxication alimentaire aux États-Unis. Et dans votre secteur, donc, vous avez l'impression que l'Europe bouge
bouge dans le bon sens ou... Elle ne bouge pas assez vite, clairement. Est-ce que déjà elle bouge dans le bon sens, à défaut d'être lente? Pas toujours. Il faut être rapide, pardon. Non, pas toujours. Donc, je pense que le plan long terme de l'Europe... alors, j'ai rien contre un certain nombre d'ONG et le fait d'aller mettre au cœur de nos préoccupations le climat et la protection des consommateurs. Mais à un moment donné, il faut commencer par l'économie. C'est-à-dire qu'on va mourir en bonne santé. Mais on va mourir. Voilà. Donc ça, il faut vraiment être conscient qu'à chaque fois qu'on fait une règle, il faudrait faire une évaluation économique de la règle qu'instaure l'Europe, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, on met des règles et puis on s'aperçoit de leurs conséquences économiques après. Donc nous, chefs d'entreprise, on décide rien sans faire une évaluation économique. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait apprendre, si j'avais peut-être quelque chose que je pourrais faire en tant que ministre européen, c'est dire on ne fait rien qui n'est pas économiquement rentable. Parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de survie. Voilà. Donc, faisons des évaluations économiques sur toutes les décisions qu'on prend au niveau européen. Déjà, je pense que ça diminuerait au moins par 10 le nombre de décisions. Sur le futur maintenant d'Avril, on se reparle dans 10 ans, vous ne serez plus sur ce canapé malheureusement. Comment le groupe aura changé? Comment il se sera déformé? Comment aura-t-il grandi? Alors nous, on n'est pas, voilà, on cherche pas. Les gens me posent la question, et quelle sera la taille du groupe dans 10 ans? J'en sais rien. Et c'est pas mon sujet. Voilà, nous, il faut que le capital qu'on investit soit rentable, parce que c'est la rentabilité de l'entreprise qui fera sa pérennité. Voilà. Après, il est probable, l'effet boule de neige que j'évoquais, de toute manière, vous n'avez pas de dividendes, donc vous réinvestissez, donc oui, le groupe va grandir, mais de comment, de combien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est continuons à créer de la valeur par l'innovation au monde agricole. Donc moi, si je me projetais dans 10 ans, ma grande fierté serait que ce que je vois aujourd'hui dans nos petits papiers dans l'innovation puisse voir le jour, et qu'on ait créé des entreprises. On est en train de faire des cols végétales pour les panneaux à bois, voilà, à partir de colza ou de tournesol. Voilà, si on a 5 ou 10 usines qui font des cols à partir de colza français demain, et que toutes nos cuisines sont faites avec des panneaux de bois 100% végétal, base colza, voilà, ça serait une grande fierté. Ça déjà pas mal, on a des produits qui vont servir en oléochimie à refroidir les ordinateurs. Voilà, si demain, ça existe déjà, si demain, et on a de plus en plus de besoins énergétiques sur les ordinateurs, donc il faut récupérer cette énergie. Voilà, si demain, tous les data centers sont refroidis avec des produits Avril, voilà, ça me rendra assez fier. Voilà, je pense qu'on a été les inventeurs du biodiesel, on est très en amont sur l'innovation dans l'oléochimie. Il faut que le groupe continue à innover, parce que chaque fois qu'on innove sur des produits bases agricoles, on crée de la valeur. Voilà. Et donc, si dans les 10 ans qui viennent, moi je vois ce qu'il y a aujourd'hui, mais j'espère bien que dans les 5 ou 8 ou 10 ans, il y aura plein de choses qui vont sortir grâce à l'innovation. C'est ça qui fera ma fierté. Et là, votre fierté passée, parce que vous quittez le groupe dans quelques semaines, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ça, c'est très facile. Ce qui me rend le plus fier, c'est les hommes et les femmes qui constituent ce groupe. Et quand je vois des personnes que j'ai embauchées, qui évoluent, et voilà, mon grand plaisir, c'est de voir des sourires sur les visages, parce qu'ils sont heureux de venir travailler chez Avril et d'être promus et de continuer à œuvrer pour cette belle cause ou cette belle raison d'être. C'est ça qui me rend heureux. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous ont écoutés, qui vous ont vus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez de leur dire? Je ne vais pas parler d'Avril, on a largement parlé. Moi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, peut-être, je pense que c'est important, tout ce qu'on a fait sur la raison d'être, mais qu'il faut le faire dans un ordre bien précis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord l'économie. Voilà. Et ce qu'on disait sur l'Europe, s'il n'y a pas d'économie, il n'y aura pas de développement durable, il n'y aura rien d'autre. Donc il faut déjà que l'économie soit stable, que la société gagne de l'argent. Et après, et c'est essentiel, mais c'est quand même après, dans l'ordre, il faut avoir des engagements qui soient collectifs, sociétaux, pour toutes les parties prenantes, parce que sans ces engagements, l'entreprise ne peut pas vivre. Mais prenons-le dans le bon ordre. Que ça soit dans l'entreprise, mais il faudrait que les politiques aussi comprennent ce genre de message. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Je vous remercie.